La lumière du soleil traversait des fenêtres inconnues, dures et importunes contre les paupières closes d'Ellie. Elle tenta de s'en détourner, mais son corps protesta aussitôt par des douleurs aiguës. Ses paumes la brûlaient, sa joue droite lancée. Chaque muscle semblait meurtri comme si on l'avait jeté dans un escalier. Le souvenir revint d'un coup d'une clarté brutale. L'explosion, la chaleur. Nicolas Pellegrini couvrant son corps pendant que le métal pleuvait du ciel. Les yeux d'Ellie s'ouvrirent brusquement. Ce n'était pas son appartement. Le plafond était trop haut peint d'un crème doux au lieu de son beige taché d'humidité. Le lit sous elle était trop confortable, le matelas soutenant son dos sur l'affaissement familier au milieu. Elle se redressa trop vite, la tête tournante, et observa les lieux avec une panique grandissante. La pièce était spacieuse et minimaliste. Des meubles modernes dans des tons neutres, une seule œuvre abstraite sur le mur, tout en forme géométrique grise et noire. Des baies vitrées du sol au plafond révélaient une vue qu'elle reconnut immédiatement. Central Park s'étendait en contrebas, les arbres portant encore les couleurs de l'automne. Ce qui signifiait qu'elle se trouvait quelque part dans l'Upper East Side. Quelque part de chair. Elle portait encore ses vêtements de travail de la veille, pantalon noir et chemise blanche, froissés au-delà de toute rédemption. Quelqu'un lui avait retiré ses chaussures et les avait posées soigneusement près du lit. Son tablier était plié sur une chaise près de la porte, les pourboires toujours glissés à l'intérieur. Ellie passa les jambes par-dessus le bord du lit et testa son poids. Tout lui faisait mal, mais rien ne semblait cassé. Le pansement sur sa main gauche avait été changé pendant qu'elle dormait, des bandages blancs et propres remplaçant l'emballage hâtif des ambulanciers. Quelqu'un avait aussi nettoyé les raflures sur sa joue. Elle sentit la brûlure de l'antiseptique lorsqu'elle l'effleura doucement. La porte était fermée mais pas verrouillée. Elle essaya la poignée avec prudence, s'attendant presque à une résistance. Elle tourna sans difficulté. Le couloir à l'extérieur était tout aussi impeccable. Un parquet ciré jusqu'à briller comme un miroir. D'autres œuvres abstraites. Un éclairage encastré qui donnait à toutes une lueur douce et coûteuse. Elle suivit le couloir en direction de la voie, ses pieds en chaussettes silencieux sur le bois. L'appartement s'ouvrait sur un immense espace de vie. Cuisine ouverte avec plan de travail en marbre et électroménager professionnel. Un salon avec des meubles en cuir, disposés autour d'une table basse en verre. Et au-delà de tout cela, ces baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue dégagée sur Central Park depuis ce qui devait être au moins le 20e étage. Ethan se tenait dans la cuisine, versant un espresso depuis une machine qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Ellie. Il leva les yeux en la voyant apparaître, son expression neutre mais pas hostile. « Bonjour, mademoiselle Wells, dit-il calmement, comme si trouver des femmes désorientées errant dans sa cuisine était chose courante. Café ? La gorge d'Ellie était sèche. Elle hocha la tête, ne faisant pas encore confiance à sa voix. Ethan versa une deuxième tasse sans rien y ajouter et la fit glisser sur le comptoir en marbre vers elle. « Il est 11 heures du matin. Vous avez dormi environ 14 heures. C'est normal après le genre de choc que vous avez subi. » 11 heures du matin. Le service d'Ellie au restaurant commençait à 16 heures. Non, attends. Elle n'avait probablement plus de service. Elle n'avait probablement plus de travail. Cette pensée envoya une nouvelle vague de panique dans sa poitrine. Où suis-je ? Sa voix sortit plus rauque qu'elle ne l'avait prévu. Upper East Side. Propriété sécurisée. Vous êtes en sécurité ici. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avant qu'Ethan puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit. Nicolas Pellegrini entra avec un sac blanc de pharmacie à la main, portant encore ce qui ressemblait au même costume que la veille, même s'il avait remplacé la veste déchirée par une veste propre. La petite coupure au-dessus de son sourcil avait été nettoyée, mais pas bandé une fine ligne rouge visible contre sa peau olivâtre. Il s'arrêta en voyant Ellie, ses yeux sombres, parcourant son visage avec le même regard évaluateur que la nuit précédente. « Vous êtes réveillée ? Bien. Comment vous sentez-vous ? »
Comme si on m'avait fait sauter, répondit Élie d'un ton plat. Le coin de sa bouche tressaillit. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Évaluation honnête. Il posa le sac de pharmacie sur le comptoir. Antiseptique, bandage propre, antidouleur si vous en avez besoin. Rien sur ordonnance, seulement du classique, mais ça devrait aider. Élie fixa le sac, puis lui, puis Ethan qui avait repris son espresso comme si tout cela était parfaitement normal. Pourquoi suis-je ici ? Ici, c'est où exactement ? Et pourquoi ne m'a-t-on pas emmené à l'hôpital ou au commissariat, ou littéralement n'importe où qui ait du sens ? Nicolas tira l'un des tabourets de bar et s'assit, lui faisant signe d'en faire autant. Après un instant d'hésitation, Élie s'assit en face de lui, le comptoir de marbre comme barrière entre eux. « Vous m'avez sauvé la vie hier soir, » dit Nicolas à voix basse. « Vous avez sauvé la vie de 3 de mes hommes. J'ai envers vous une dette que je ne pourrai jamais rembourser entièrement. Vous ne me devez rien. J'ai juste vu quelque chose qui n'allait pas et j'ai réagi. Et je suis reconnaissant pour cette réaction. » Il se pencha légèrement en avant, toute son attention fixée sur elle, d'une manière qui la rendit douloureusement consciente du désordre qu'elle devait être. Mais nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. Vous avez été témoin d'une tentative d'assassinat. Vous pouvez identifier l'homme qui a livré le véhicule. Cela vous rend précieuse pour les forces de l'ordre et dangereuse pour les gens qui ont posé cette bombe. Le mot « assassinat » rendit tout plus réel et plus terrifiant. Qui était-il qui voudrait vous éliminer avec une voiture piégée en plein Manhattan ? Nicolas échangea un regard avec Ethan avant de répondre. La mafia albanaise. Ils s'étendent de façon agressive sur des territoires de Manhattan et du Bronx depuis 8 mois. Ma famille a certains intérêts commerciaux dans ces zones. Il y a des tensions. Élie assimila cela avec prudence. Intérêts commerciaux. C'était une façon de décrire ce qu'un homme comme Nicolas Pellegrini faisait dans la vie. Elle n'était pas naïve, elle avait vécu à New York assez longtemps pour comprendre que le pouvoir et l'argent ne venaient pas toujours de sources légitimes. Donc c'était quoi un règlement de compte mafieux ? Oui. Au moins il était honnête. Élie prit sa tasse de café, ayant besoin d'occuper ses mains. L'expresso était parfait, riche et doux, sans amertume. Bien sûr qu'il l'était. Et maintenant ils vont s'en prendre à moi, parce que j'ai gâché leur plan. Possiblement. Probablement. L'expression de Nicolas demeurait calme, mais il y avait de l'acier dessous. Les opérations albanaises ne laissent pas de témoins. Elles ne peuvent pas se le permettre. Et vous n'avez pas seulement été témoin. Vous avez activement empêché leur objectif. Cela fait de vous un problème qu'ils voudront éliminer. Le café tourna à l'aigre dans l'estomac d'Élie. Elle reposa la tasse avec précaution, craignant que ses mains tremblantes ne la renversent. Je dois appeler mon responsable. Je dois expliquer pourquoi je ne suis pas venue aujourd'hui. Je dois... Elle chercha son téléphone, tapotant ses poches avant de réaliser qu'il n'était pas là. Nicolas le sortit de sa veste et le leva sans le lui offrir encore. « Les téléphones portables sont traçables, » dit-il doucement. « Antenne relais, données GPS, même quand vous pensez qu'ils sont éteints. Si les Albanais ont la moindre capacité technique, et ils l'ont, ils peuvent vous localiser grâce à votre téléphone en quelques heures. Donc je suis censée disparaître de toute ma vie ? Pour l'instant, oui. Élie se leva si vite que le tabouret racla le sol dans un bruit agressif. Non, absolument pas. J'ai des factures à payer. Mon loyer est de 1850 $ et il est dû dans 5 jours. J'ai des prêts étudiants. J'ai une vie que j'ai travaillé très dur à construire et je ne vais pas la jeter parce que des criminels m'en veulent de ne pas être morte. Sa voix était montée plus haut qu'elle ne l'avait voulu. Ethan déplaça légèrement son poids, un mouvement subtil qui attira son attention. Il n'était pas menaçant, simplement présent, vigilant. Nicolas resta assis d'un calme exaspérant. « Je comprends votre frustration, mademoiselle Wells. »« Vraiment ? Vous comprenez vraiment ?» Les mains d'Élie se serrèrent en poing, ignorant la brûlure de sa paume bandée. « Parce que de mon point de vue, vous vivez dans cet endroit. » Elle désigna l'appartement luxueux autour d'eux. « Vous avez des gens comme Ethan qui font tout ce que vous leur dites.
Vous claquez des doigts et les problèmes disparaissent. Moi, je n'ai pas ça. J'ai 42 $ sur mon compte courant et un propriétaire qui se moque des histoires tristes. Je peux vous dédommager pour votre temps, proposa Nicolas. 5 000 $ par semaine pendant que vous serez sous protection. Cela devrait largement couvrir vos dépenses. Je ne veux pas de votre argent. Les mots sortirent plus tranchants qu'elle ne l'avait voulu. Je ne veux pas être acheté, payé pour me taire ou je ne sais quoi. Je veux juste retrouver ma vie normale. Nicolas se leva alors, contourna le comptoir jusqu'à être plus près d'elle. Pas assez pour envahir son espace, mais suffisamment pour qu'elle doive lever légèrement les yeux afin de croiser les siens. Votre vie normale s'est terminée au moment où vous avez crié « Ne montez pas », dit-il doucement. J'aimerais que ce ne soit pas vrai. J'aimerais que vous ayez regardé ailleurs que je sois montée dans cette voiture, que vous ayez terminé votre service, que vous soyez rentré chez vous et que rien de tout cela ne soit votre problème. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous avez choisi d'agir. Vous avez choisi de sauver un inconnu. Et maintenant, nous devons tous les deux gérer les conséquences de ce choix. Élie voulut protester, mais la vérité de ses mots se posa sur elle comme un poids. Il avait raison. Elle s'était insérée dans quelque chose de dangereux, et il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. « Le FBI voudra me parler », dit-elle, s'accrochant à un morceau de procédure normale. « Je suis témoin d'un crime fédéral. Ils ne vont pas simplement vous laisser me cacher quelque part. »« Le FBI veut effectivement vous parler », confirma Nicolas. « Mes avocats négocient actuellement les conditions de cet entretien. Étant donné la menace crédible qui pèse sur votre vie, ils soutiennent que tout témoignage doit être repoussé jusqu'à ce que votre sécurité puisse être garantie. C'est un argument raisonnable que le bureau acceptera probablement, au moins temporairement. » Bien sûr qu'il avait des avocats, au pluriel. Élie se laissa retomber sur le tabouret soudain épuisé, malgré ses 14 heures de sommeil. Son corps entier la lançait. Son esprit semblait embrumé, luttant pour absorber trop d'informations trop vite. « Combien de temps ? demanda-t-elle. « Combien de temps pensez-vous que je devrais me cacher ? » Je ne sais pas. Cela peut être des jours, des semaines, jusqu'à ce que nous identifions précisément qui a ordonné l'attaque et neutralisions la menace. « Neutraliser la menace », répéta Élie. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Nicolas ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Ethan se racla doucement la gorge. « Mademoiselle Wells, pendant que vous dormiez, j'ai pris la liberté de contacter Fiore Doro en votre nom. J'ai envoyé une lettre officielle de démission en invoquant une urgence familiale. Votre dernier salaire sera envoyé à votre adresse. » La tête d'Élie se tourna brusquement vers lui. « Vous avez quitté mon travail à ma place ?»« J'ai mis fin à votre emploi de façon professionnelle, » corrigea Ethan. « C'était nécessaire. Vous ne pouvez pas y retourner. Les Albanais savent que c'est là que vous travaillez. Ce serait le premier endroit où ils chercheraient. » Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas la chose moins rageante. « Alors qu'est-ce que je suis censée faire ?» demanda Élie, détestant la petitesse de sa voix. « Rester assise ici dans cette cage dorée et attendre que vous me disiez quand je pourrai de nouveau avoir une vie ? » « Vous n'êtes pas prisonnière, » dit Nicolas fermement. « Vous êtes une invitée sous protection. Il y a une différence. »« Vraiment ? Parce que de là où je suis assise, ça se ressemble beaucoup. » Nicolas l'étudia longuement, son expression illisible. Puis il hocha lentement la tête, comme s'il venait de prendre une décision. 3 jours. Quoi ? Vous voulez un délai ? Je vous en donne un. 3 jours. Donnez-moi 3 jours pour retrouver les responsables et gérer la menace immédiate. Si au bout de 3 jours vous voulez toujours partir, je ne vous en empêcherai pas. Mais je vous demande en tant qu'homme dont vous avez sauvé la vie, de me faire confiance pendant 72 heures. C'était plus raisonnable que ce qu'elle avait prévu. Plus qu'elle ne méritait probablement vu la situation. Mais 3 jours ressemblaient à une vie entière alors que tout son monde venait d'imploser. « Je veux pouvoir bouger, » dit Élie, négociant des conditions qu'elle comprenait à peine. « Je ne vais pas rester enfermée dans cette chambre pendant 3 jours. »
Vous aurez accès à tout l'appartement. Ethan ou quelqu'un de mon équipe de sécurité sera ici en permanence, mais ils resteront à l'écart, sauf en cas de menace. Et je ne suis pas prisonnière. Vous n'êtes pas prisonnière. Ellie baissa les yeux sur sa main bandée sur la gaze enroulée autour de sa paume. Elle pensa au fil rouge sous le tableau de bord, à l'explosion, à la chaleur, à la façon dont Nicolas avait couvert son corps sans hésiter la protégeant des débris. Il aurait pu la laisser être soufflée. Il aurait pu ignorer son avertissement et perdre la vie. Au lieu de cela, ils se tenaient tous les deux dans cet appartement luxueux, à négocier les termes de sa captivité temporaire. 3 jours, accepta-t-elle enfin. Mais si vous n'avez pas réglé ça d'ici là, je partirai. Je tenterai ma chance avec les Albanais avant de laisser toute ma vie s'effondrer. Quelque chose passa dans les yeux de Nicolas. Du respect peut-être, ou de l'inquiétude. C'est honnête. Il tendit la main par-dessus le comptoir. Ellie la regarda un instant avant de la serrer. Sa prise était ferme, chaude, et les callosités sur sa paume étaient surprenantes pour quelqu'un qui portait des costumes à plusieurs milliers de dollars. Ethan vous fera visiter, dit Nicolas en relâchant sa main. Il y a de la nourriture dans la cuisine, des vêtements propres à votre taille dans le placard. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez. Comment pouvez-vous avoir des vêtements à ma taille ? Un léger sourire. J'ai des gens très doués pour estimer ce genre de choses. Bien sûr. Nicolas se dirigea vers la porte en sortant son téléphone. Avant de partir, il s'arrêta et se retourna vers elle. Pour ce que ça vaut, mademoiselle Wells, je suis désolé que vous ayez été entraînée là-dedans. Vous ne le méritiez pas. Puis il partit, la porte se refermant derrière lui dans un léger déclic. Ellie resta debout au milieu de l'appartement luxueux entouré de marbre de cuir et d'une vue sur Central Park qui coûtait probablement plus par mois qu'elle ne gagnait en un an. Ethan remplit de nouveau sa tasse sans qu'elle ait à demander le bruit de l'espresso qui coulait, étant le seul son dans le silence soudain. 3 jours, murmura-t-elle pour elle-même. 3 jours à attendre pendant que des hommes dangereux cherchaient des solutions à des problèmes qu'elle avait créés en faisant ce qui était juste. Elle prit la tasse de café et marcha jusqu'aux fenêtres regardant la ville en contrebas. Là-dessous, les gens menaient leur vie normale. Ils allaient travailler, retrouver des amis, vivaient librement. Ellie posa son front contre la vitre fraîche et se demanda si elle se sentirait un jour normale à nouveau.